Donc, bonjour à tous. Donc Cyril Porel, donc effectivement en charge de l'animation du PNA et à ce titre la coordination de l'enquête nationale outarde. Donc je vais vous parler effectivement de cet état des lieux de la population d'outarde. Je ne vais pas citer tous les observateurs et toutes les structures qui ont participé à cette enquête, parce que je crois qu'il me faudrait les 10 minutes pour lister tous les observateurs. Donc je les remercie en tout cas. Et j'ai simplement cité donc, sous forme de logo le CNPACA et le Centre ornithologique du Gard qui participent du coup à la coordination de cette enquête dans leurs régions respectives, donc en Occitanie et en PACA. Et puis les financements, c'est des enquêtes qui sont financées par des fonds d'État, que ce soit gérées par l'Edréal, ce que je voulais citer en préambule. Le sommaire, je vais vous faire une rapide présentation de l'espèce, comment on mesure donc le thermomètre qui nous permet de savoir s'il y a plus ou moins d'outardes, et puis après un état des lieux des populations, avec deux populations. Donc l'outarde canepetière, vous avez le mâle et la femelle qui sont représentés, donc très différents, aussi bien en termes de plumage que d'habitat, parce que leur point commun, c'est qu'ils cherchent donc des zones ouvertes en plaine, des milieux herbacés, mais le mâle, lui, va plutôt chercher des zones qui sont rases où il sera bien visible, donc voilà, un mâle plutôt facile à voir et bien contrasté, là où la femelle est beaucoup plus discrète. Donc ça ne vit pas du tout sous forme de couple, hein. Les mâles vont parader sur des places de champs. Donc c'est des places de champs qui sont distantes de 700 à 1 km, donc on parle de lecs éclatés, hein. Ce n'est pas des arènes de combat comme on peut le connaître avec le tétralière par exemple. Là on est sur une espèce où voilà, on parle de lecs éclatés. Les femelles vont fréquenter ces zones pour la reproduction et ensuite élever seules les jeunes, pondent d'abord leurs œufs, donc à même le sol dans des zones herbacées, et ensuite élever seules leurs jeunes. La répartition de l'espèce, les habitats sont assez variables selon les secteurs. Donc il y a deux populations. Alors, il y en a une troisième, c'est la moutarde de Dijon, mais j'en parlerai pas. La population principale, c'est celle du sud de la France, où on la retrouve aussi bien donc sur tout le pourtour méditerranéen, aussi bien dans des habitats où il y avait des vignes, mais avec un peu de déprise. Donc du coup, il y a des petites jachères, des zones enherbées, dans lesquelles elle s'est développée. Elle est aussi présente sur des aéroports, comme à Marseille par exemple. Et puis son habitat un peu d'origine, c'est la steppe, donc l'unique steppe qu'on a encore en France, la plaine de la Crau, qui accueille un bastion assez important. Et puis elle est encore présente dans le centre-ouest. Alors autrefois, ça s'étendait sur toutes les plaines sur le bassin parisien ou les plaines de l'est de la France. Il n'y en a plus que dans le centre-ouest, dans des milieux céréaliers. Le point commun de tous ces habitats, c'est des endroits où c'est plat, c'est dégagé, on voit loin. C'est un oiseau qui niche au sol et qui recherche les zones ouvertes. Donc comment on fait pour savoir s'il y a plus ou moins d'outardes? Donc voilà, quel thermomètre on utilise? On regarde, ça a déjà été présenté, donc je vais aller très vite c'est des points d'écoute. Donc voilà, points d'écoute de 5 minutes. C'est un protocole qui a été mis en place dans les années 2000 par le CNRS de Chizé. Il y avait déjà eu des enquêtes outardes au préalable où on comptait les mâles en fait en se baladant sur le territoire, essayer d'estimer les mâles. Donc maintenant, on a quelque chose de très cadré, de très précis, qui consiste donc à faire des points d'écoute tous les 4 ans. C'est une enquête qu'on mène tous les 4 ans sur toutes les zones où l'espèce est connue. Donc on vise l'exhaustivité en termes d'aire de répartition. Et donc ces points d'écoute sont fixes, on les fait au même endroit, donc au mois de mai, généralement, c'est la période où les mâles sont le plus actifs. Depuis quelques années, on en profite aussi pour compter tous les individus de toutes les espèces, hein. C'est pour ça que j'ai mis époque, ça permet aussi de valoriser cette enquête et de produire des données sur toutes les espèces de plaine. Il peut arriver les points d'écoute sont distants d'environ 750 mètres, donc il peut arriver qu'un mâle outarde soit détecté depuis plusieurs points d'écoute. C'est ce que j'ai représenté ici. On peut penser par exemple que le mâle A qui a été détecté depuis le point d'écoute 1856 est sans doute le même que le mâle B qui a été détecté depuis le point d'écoute 1857. Donc l'analyse des données permet de trancher, de savoir si on a deux mâles similaires ou non. Donc là, en l'occurrence, on va en éliminer un des deux en considérant que ce sont deux mâles identiques. Parce qu'un mâle outarde, ça peut s'entendre jusqu'à 1 km. Hein. On les détecte bien jusqu'à environ 400 mètres, mais on a une détection qui va assez loin. Un autre protocole est celui qui permet de compter toute la population. Parce qu'effectivement, avec ce protocole précédent, on compte que les mâles chanteurs, on n'est vraiment pas capable de savoir combien il y a de femelles. On peut en observer de temps en temps, mais c'est pas du tout, on ne peut pas du tout estimer leur population avec ça. Et donc pour compter toute la population, on utilise une particularité, c'est que les outardes se rassemblent en fin de période de reproduction. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire c'était noté sur ma diapo, mais je m'aperçois que je ne l'avais pas dit. La population du centre-ouest est migratrice, donc elle se rassemble en fait à la fin de période de reproduction et ensuite va migrer, tandis que la population méditerranéenne elle est sédentaire, mais elles aussi vont se rassembler et passer l'hiver en groupe. Donc un petit point qui n'est pas forcément connu, parce que ça ne figure pas dans le guide ornitho, je pense qu'il faudrait qu'il le rajoute, mais les mâles outardes en plumage internuptial ne ressemblent plus du tout à ce que je vous ai montré. Donc là, sur la photo du bas, vous pourriez vous dire, j'ai 4 femelles outardes, mais en fait, vous avez 3 mâles à droite et une femelle à gauche. Donc il y a encore des petites différences de plumage, mais on
voilà, ça se ressemble. Enfin, la distinction mâle-femelle n'est pas évidente. Et la distinction femelle-jeune est quasiment impossible, sauf au tout début. En tout cas, quand on compte ces rassemblements, on a une estimation de la totalité de la population, donc les mâles, les femelles et les jeunes. Donc ça nous donne un autre indicateur. En termes de résultats, il y a donc deux populations qui sont vraiment distinctes. La population méditerranéenne qui est donc parfaitement sédentaire, même s'il y a des mouvements. Hein, quand on dit sédentaire, c'est à relativiser par le fait que les oiseaux quand même peuvent bouger au sein de cette population entre la période de reproduction et l'hivernage, mais vont quand même rester en zone méditerranéenne. Donc on a deux principaux sites qui ressortent. Hein, c'est la Crau et les Costières de Nîmes. Qui accueille environ 50% de la population nationale. Donc, voilà. En fait, en gros, la population déjà méditerranéenne, c'est quand même l'essentiel des populations de l'espèce, avec deux gros bastions qui sont donc la Crau et les Costières. Ensuite, il y a eu une extension de l'espèce qui s'étend en fait sur tout le pourtour méditerranéen, jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et plus récemment, elle est remontée depuis le Vaucluse jusque dans la Drôme. Et je vous ai mis la carte jusqu'en haut, parce qu'il y a un petit point au niveau de Lyon, au niveau de l'aéroport de Saint-Exupéry, où il y a eu quelques données de mâles chanteurs. En tout cas, c'est une population qui est majoritairement située en zone Natura 2000, zone de protection, avec 2/3 des mâles qui sont dans ces zones-là. Et il y a aussi la particularité d'avoir des mâles qui sont sur des terrains d'aviation, notamment à Marseille, mais pas seulement, à Montpellier, Orange, enfin voilà, sur différentes bases. En région PACA, il y a quasiment tous les terrains d'aviation. Il peut y avoir quelques mâles chanteurs avec plus ou moins d'effectifs. En termes de tendance, c'est une population qui a fortement augmenté. Parce qu'en fait, effectivement, là, vous avez la tendance de cette population sud. Donc le nombre de mâles chanteurs a augmenté de 173% entre 2000 et 2012. Il a ensuite, depuis 2012, plutôt diminué, parce qu'on a moins 17% entre 2012 et 2024, qui est la dernière enquête. L'augmentation de la population, elle est très liée, en fait, je l'ai dit au début, l'outarde, c'est vraiment un oiseau spécialiste des milieux agricoles, et forcément, quand il y a des filières agricoles qui changent, ça peut changer la donne pour cette espèce. Et dans le sud, ce qui s'est passé, notamment sur les zones des costières, où il y avait beaucoup de vignes, il y a eu l'arrachage massif de vignes, remplacé par des jachères, des friches qui ont été très propices à l'espèce. Et donc cette augmentation vient directement de ça. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir que dans le sud, il y a une forte pression d'aménagement du territoire. C'est des départements où la population augmente fortement. Donc on n'est pas du tout à zéro artificialisation, et donc il y a un phénomène de mitage avec des nouvelles LGV, des nouvelles routes, des nouveaux lotissements, etc. Donc c'est tout simplement ça qui se passe. Son habitat est grignoté de toutes parts, que ce soit dans la Crau ou dans les autres zones. Et donc forcément, on observe un déclin progressif de l'espèce sous cet effet-là. Il peut aussi y avoir d'autres effets. Les filières, ça a été positif pour l'espèce à un moment donné, mais ça peut devenir négatif. Dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est aussi le cas en Espagne beaucoup plus largement. Il y a des endroits où il y avait des steppes qui étaient plutôt favorables, où on remplace par des vergers avec des arbres, donc forcément, il y a plus de place pour les outardes. Ça, c'est plutôt le cas en Espagne, mais on peut l'observer aussi ponctuellement en région méditerranéenne. Donc ça, c'est lié aussi à l'évolution. Ces évolutions de filières sont directement aussi liées à l'évolution du climat. Alors, je vous ai mis les populations hivernantes. J'en parle moins, parce que c'est un indicateur moins fiable, parce qu'on n'est pas en capacité de compter tous les groupes d'hivernants. C'est très compliqué déjà de les trouver. Et on observe depuis plusieurs années que les groupes sont plus petits. Donc dans la Crau, avant, il y avait des vols de plusieurs centaines, voire parfois presque milliers d'outardes. Aujourd'hui, il n'y a plus que des petits groupes de 50 ou 100 oiseaux, donc tous les trouver, c'est vraiment trop compliqué. Mais cela dit, ça nous donne quand même une idée de la population totale, mais sans avoir quelque chose de très... C'est un thermomètre moins fiable que le nombre de mâles chanteurs. Un autre focus sur la population du centre-ouest. Donc pour rappel, c'est la population qui a connu le plus fort déclin, parce que l'aire de répartition s'étendait jusqu'aux plaines de l'Est de la France. Au bassin parisien, on a eu une diminution de 95% des effectifs entre l'enquête de 1978 et les années 2000. Donc voilà, une population qui était vraiment au bord de l'extinction, pour laquelle il y a eu pas mal d'actions de conservation qui ont permis de la maintenir. Donc là, je vous ai mis l'aire de répartition. Alors, ce qui est en vert foncé, c'est les mailles où l'espèce a été observée en 2024. En vert clair, c'était en 2020. Et lors de l'enquête 2000, je n'avais pas les données précises en dehors du Poitou-Charentes, mais ça vous donne quand même une idée en Poitou-Charentes, il y a eu quand même une forte diminution de l'aire de répartition, notamment dans les deux Charentes, mais également dans les Deux-Sèvres et en Vienne. Les principaux sites, je les ai notés à titre d'information, mais en gros, vous avez le nord Poitou-Charentes avec la Vienne et le nord Deux-Sèvres, qui sont le bastion principal qui accueille environ 2/3 des effectifs de cette population aujourd'hui. Et après, il reste le sud Poitou-Charentes, dans lequel on va trouver une petite population, mais qui commence à être un peu morcelée sur différentes zones Natura 2000. Et puis, on reste un petit peu en Anjou, en Indre-et-Loire, et puis il y a une petite population dans l'Indre qui a disparu récemment entre l'enquête de 2020 et 2024, mais qui devenait vraiment très isolée. En tout cas, l'essentiel des effectifs sont dans des zones Natura 2000.
Donc en tendance, ça donne ça. Donc voilà, je rappelais la tendance entre 78 et 2000 que j'ai pas fait figurer parce que c'était pas le même protocole, mais voilà, on sort de moins 95% avant les années 2000. Donc on voit qu'on a arrêté la chute, stabilisé les effectifs. On peut dire que ça a légèrement augmenté entre 2020 et 2024, mais on va être prudent voilà, sur cette tendance. Mais en tout cas, un effectif globalement stable sur les 20 dernières années. Pour obtenir cette stabilité, il y a eu énormément d'actions menées. C'est une population qui reste très fragile, celle du centre-ouest, parce que comme vous le voyez, on est autour de 300 à 400 mâles chanteurs, c'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'il y a plus de mâles que de femelles. Donc, il y a une population quand même assez faible. La pression agricole, elle continue d'augmenter, c'est-à-dire qu'on on est dans des plaines céréalières où il y a de moins en moins d'agriculteurs, les parcelles sont de plus en plus grandes, les machines vont de plus en plus vite, donc forcément l'habitat devient de moins en moins propice à l'espèce. Donc il y a eu énormément d'actions qui ont été faites pour protéger les habitats, quasiment la totalité, donc 80% des outardes sont en zone Natura 2000. C'est-à-dire qu'on prend en compte, quand il y a un aménagement qui est mis en œuvre dans ces zones, le fait qu'il vaut mieux éviter le mitage, donc mettre des aménagements proches de là où il y en a déjà, pour ne pas consommer de l'habitat outarde. On met aussi en place énormément d'actions avec les agriculteurs pour augmenter les surfaces favorables à l'espèce, parce qu'on est sur des plaines où il n'y a plus que des céréales, donc le fait de mettre des contrats avec de l'herbe pour l'outarde gérée favorablement par les agriculteurs, c'est vraiment l'action phare qui permet de garantir la présence d'herbe dans ces plaines céréalières. Et en parallèle, il y a aussi des actions sur les individus qui visent il y a une action sur l'élevage et puis des actions de protection de nichés. Donc on essaie de trouver les nids, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors aujourd'hui, on équipe les femelles de GPS, c'est plus facile. Et ensuite, on essaie de protéger ces nids pour augmenter encore un peu les effectifs. Donc voilà, simplement le bilan sous forme nationale et départementale, donc avec les deux populations dont je vous parlais, avec des contextes assez différents. Donc une espèce qui reste menacée malgré tous les efforts qui sont déployés, notamment sur la population du centre-est. Et j'en ai fini. Des questions? On a le temps pour 2 questions sur l'outarde. Bonjour, merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Je voulais avoir votre avis sur l'impact de l'augmentation du pâturage ovin en crocs, avec l'augmentation des troupeaux et l'impact sur une espèce qui niche au sol. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à la question, c'est que ceux qui gèrent l'accro, notamment le Senpaka, auraient été peut-être plus à même que moi d'y répondre. Sur l'accro, on n'a pas de tendance très très précise, c'est l'endroit où c'est le plus dur de les compter, parce qu'on est sur un milieu où on ne peut pas aller partout, il y a des très fortes densités d'outardes. Donc je sais que quand ils essayent d'estimer les choses, il y a une tendance relativement stable, avec peut-être un léger déclin ces dernières années, mais la pression la plus forte, c'est vraiment les aménagements. Enfin, l'accro, elle va être traversée par plein de lignes électriques, des tas de routes qui se mettent en place. Enfin, voilà, la pression vient surtout de là. Après, l'impact du pâturage, certainement, ça peut jouer, mais je ne saurais pas répondre à cette question-là, de manière précise. En tout cas. Moi, je m'interroge sur l'impact des panneaux solaires qui sont de plus en plus installés maintenant dans des zones naturelles qui auparavant étaient protégées, mais qui maintenant, pour des raisons d'intérêt public, peuvent être largement utilisées. Et là, ça semble avoir des impacts très importants pour beaucoup d'espèces, celles qui se nourrissent au sol et celles qui nichent aussi. Et est-ce que globalement, il y a une réflexion là-dessus? Il y a une pression assez forte. Quand je disais l'aménagement du territoire, ça comprend aussi le développement des énergies renouvelables. Donc il y a quelques années, c'était la vague de l'éolien. Là, on est en plein dans la vague du photovoltaïque au sol. Donc dans les zones Natura 2000, on arrive à peu près à préserver l'habitat en disant pas de ces infrastructures là au sein des zones Natura 2000. En dehors, c'est plus dur et il y a des endroits selon les régions où la pression peut être plus forte. L'avantage du photovoltaïque par rapport à l'éolien, c'est que le photovoltaïque, on peut encore le mettre dans des zones qui sont peu propices à l'espèce. C'est-à-dire que si on met un parc à côté d'une zone boisée ou à côté de zones bâties, ça a peu d'impact. L'inconvénient de l'éolien, c'est que je dis souvent les éoliennes et les outardes, c'est la même sélection d'habitat, c'est au plus loin des zones bâties. En fait, les éoliennes, on les veut vraiment le plus loin des villages, et les outardes, plus on s'éloigne des villages, plus elles vont aimer, entre guillemets. Donc voilà, il est plus facile, à mon sens, de concilier les deux. Mais malgré tout, effectivement, le photovoltaïque, c'est de la consommation d'espace et avec un impact fort sur la zone, sur l'emprise et même au-delà, parce que c'est des oiseaux qui fuient tout ce qui est vertical, en fait. Donc oui, c'est une menace identifiée. Mais voilà. Alors, juste une petite information que vous avez sans doute connaissance dans le département de l'Ain. Il y a un projet de réintroduction sur un site historique de présence d'outarde canepetière, qui est le camp militaire de la Valbonne, qui est mené par le Seine-Rhône-Alpes avec la LPORA. Voilà.
et qui est en bonne voie, je crois. Ouais, je sais que les premiers oiseaux ont été lâchés, effectivement, et ont migré et ont rejoint ceux du sud. Donc, effectivement, c'est un programme qu'on suit de près, il n'y a pas Voilà. de problème. Ils veulent pas rester chez nous. On va leur faire des doudounes. Mais effectivement, il y avait effectivement des oiseaux qui étaient revenus spontanément vers Lyon-Saint-Exupéry. Et avec le projet de la Valbonne, on peut espérer que la population se dynamise. En remontant la vallée du Rhône, il n'y a pas si long que ça à faire à vol du Tarn. Merci beaucoup.